de comment faire sa première démarche de soins. Alors tout d'abord, il faut commencer par décrire la structure. Donc moi, en titre, je mettais le nom de l'EHPAD ou le nom de l'hôpital Nord. Donc ensuite, j'effectue mon stage dans tel établissement qui se situe impasse des Peupliers, peu importe, à telle ville. On peut y accéder par l'autoroute, par la nationale, enfin, vous dites les grands axes par lesquels on peut y accéder. Et ensuite, donc voilà, au début je commençais comme ça. Ensuite, il fallait dire le statut juridique, si c'était à but lucratif, non lucratif. Donc ça, après, vous vous renseignez auprès de la structure. En général, allez à l'accueil des structures. Ils ont toujours un petit livret pour les étudiants. Donc voilà, les missions de la structure, donc elles sont citées dans ce livret-là. Donc elles diffèrent selon les lieux de stage, maison de retraite ou SIAD ou hôpitaux ou cliniques. Les missions changent et selon les services aussi, les missions changent aussi. Donc les missions donc, de la structure, ça peut être favoriser l'autonomie, retrouver sa capacité de marche par exemple, si c'est une personne qui s'est fait opérer. Voilà, donc c'est différent selon les structures et selon les services. Et la capacité d'accueil. Donc la capacité d'accueil globale donc, de la structure, combien de personnes peuvent être reçues dans cet établissement. Donc ensuite, il faut présenter le service dans lequel nous effectuons le stage. Donc si c'est en EHPAD, nous on nous faisait faire par étage, donc premier rez-de-chaussée, premier étage, moi j'étais au deuxième étage et l'autre stage que j'ai fait en maison de retraite, j'étais en secteur protégé. Donc voilà, moi j'avais décrit pour le premier le deuxième étage et après le secteur protégé. Donc là, vous énoncez donc la spécificité, si c'est un service de chirurgie par exemple pour un hôpital, la capacité d'accueil du service, combien il y a de lits, quoi. Le nombre de lits occupés à ce jour, donc le jour où vous faites votre démarche de soins, vous devez vous renseigner combien il y a de personnes dans le service. Le nombre de personnes sortant le jour de votre MSP et le nombre de personnes qui rentrent. Donc tout ça, il faut bien se renseigner le matin quand on arrive et au cours de la journée s'il y a des modifications. Voilà. Ensuite, les ressources humaines au jour en fait de votre MSP. Donc c'est-à-dire par exemple il y a une IDEC, 2 IDE, 5 aides-soignantes et 3 ASH par exemple. Voilà, vous dites même le nombre de stagiaires. Moi je marquais le nombre de stagiaires IDE, aides-soignants, peu importe, je marquais tout. Voilà, ensuite les outils de travail pour la collaboration AS et IDE. Donc en général c'est des outils de communication, donc il y en a de toutes sortes selon les structures. Ça peut être tableau, cahier, les relèves à l'oral, des classeurs, c'est vraiment varié. Donc après vous marquez les moyens de communication qu'il y a entre les IDE et les aides-soignants. Donc après, il va y en avoir plusieurs dans un même service. Il peut y avoir plusieurs outils de travail. Une fois que vous avez fini avec votre structure, vous commencez par présenter donc votre patient, la personne que vous avez choisie. Donc moi, en général, je marquais je me suis occupée ou je vais vous présenter, voilà, je commence à peu près ma phrase comme ça. Je faisais une petite phrase globale pour que déjà le formateur s'imagine la personne.
Donc par exemple, je vais vous présenter Madame Intel, âgée de temps, est prise en charge dans cette structure depuis, vous dites la date, et pour la raison, après vous dites pour quelle raison elle a été prise en charge. Ça c'était ma première phrase globale, et après je détaillais plus. Donc il y a la présentation civile, sociale, physique, psychologique de la personne. Donc la présentation civile, c'est savoir si elle est mariée, veuve, divorcée, si elle a des enfants, pas d'enfants, si elle a eu des enfants qui sont décédés, si même si elle a un chien, vous pouvez le dire, si elle est affiliée à la sécurité sociale, voilà, donc en gros c'est ça. Ensuite, physique. Physique, donc vous pouvez dire donc Madame Intel est de taille moyenne, avec une corpulence normale. Quand vous parlez de la corpulence, n'oubliez pas de calculer l'IMC et donc vous référez au résultat de l'IMC et de bien le marquer dans votre description. Ensuite, si la personne a un handicap, un doigt en moins, ou peu importe, je vous dis un détail comme ça, mais voilà, quelque chose de physique qui se voit et qui... voilà, donc ça il faut le dire tout le temps. Voilà, physique, donc les cheveux gris, les yeux bleus, voilà, donc vous la décrivez physiquement, tout simplement. Psychologiquement, donc ça va être si c'est une personne joyeuse, pas joyeuse, déprimée, pas déprimée, ce qu'elle aime faire, ses passions, si elle aime tricoter, si elle aime jouer aux cartes, si elle aime regarder la télé, se promener. Donc voilà, vous parlez un petit peu avec la personne, vous essayez de savoir ses passions à ce jour, et puis même si elle avait des passions avant qu'elle ne peut plus faire à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien de le marquer aussi. Voilà, ensuite, donc moi je faisais à chaque fois des sortes de petits paragraphes. Donc le paragraphe d'en dessous c'était la date, le motif de la prise en charge de la personne. Donc ça vous l'avez dit un petit peu vite fait dans votre première phrase. Si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez le rajouter donc à ce moment-là. Ensuite, les antécédents médicaux et chirurgicaux en lien avec la situation actuelle. Donc voilà, si c'est une personne qui a été opérée de l'appendicite à 14 ans et que ça n'a aucun rapport avec son motif de prise en charge du jour, ça ne sert à rien de le dire. En général, les formateurs, ils s'en servent pas, ils n'en ont pas besoin. Donc voilà, donc pour le moment, donc ça suffit. C'est la première démarche de soins. Donc celle-ci, on ne fait pas encore tout ce qui est pharmaco, on ne fait pas les liens entre les médicaments et les pathologies. Donc voilà, pour la première démarche de soins, on s'arrête là et après, donc on passe directement au tableau des besoins perturbés. Donc pour le tableau des besoins perturbés, moi je commençais par dire les ressources. Donc les ressources pour nous, pour notre IFAS, après ça change selon les IFAS, c'était tous les besoins non perturbés. Donc hop, je faisais une petite liste des besoins non perturbés et après je passais à mon tableau avec les besoins perturbés. Donc après, bon, là je ne vais pas vous détailler le tableau. Si vous avez donc besoin de conseils ou d'un petit éclaircissement, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous, j'essaierai de vous répondre au mieux. Donc en gros, c'était le besoin perturbé, le problème, les objectifs à atteindre, les actions mises en place et l'évaluation et possiblement réajustement ou pas, s'il y en a besoin, réajustement. Donc voilà, il y avait toutes ces cases-là donc à remplir avec les besoins perturbés. Donc ça, normalement, vous le voyez dans votre IFAS, mais n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. À la suite du tableau des besoins perturbés, vous passez directement donc au devenir du patient, court, moyen et long terme. Donc après, donc, ça varie selon les cas, selon les structures. Le devenir du patient change, donc vous essayez d'évaluer. Ça va être peut-être retrouver sa mobilité du bras droit à court terme. Moyen terme, ça peut être rentrer chez elle. Et à long terme,
retrouver une vie normale, par exemple. Pour une personne qui se serait fait opérer du bras droit, par exemple. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Donc je vous fais des gros bisous. À bientôt.